Bonjour à tous. Il est 12h30. Alors, je vous propose de commencer. D'abord, bienvenue et merci de prendre un petit peu de temps sur votre pause méridienne pour qu'on ait l'occasion avec le professeur Julie Asbar de vous présenter le projet Horizon. Ce qui sera important, c'est de bien fermer vos micros parce que, voilà, quand vous ne prenez pas la parole, merci de fermer vos micros. Là, j'entends, il y a un bruit de fond, donc manifestement, tous les micros ne sont pas fermés et je ne crois pas que j'ai la possibilité, moi, de le faire. 1h à 2h. C'est qui, là, qui cause? C'est le CRCM de Dijon. CRCM de Dijon. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc fermez bien vos micros. Donc à l'écran, vous avez ma pomme et donc vous avez le professeur Julie Asbar. Alors je suis le responsable, on va dire médical, le porteur, et Stéphanie Poupon-Bourdi, qui est la chef de projet, qui a été d'une aide évidemment précieuse et qui sera d'une aide précieuse pour la bonne réalisation de ce projet. Donc on va vous présenter le projet. Il y a pour une vingtaine de minutes à peu près de présentation et puis ensuite on aura du temps un petit peu pour discuter. Je vais commencer la présentation, je vais partager les diapos et puis alors, mais il faut que je l'ouvre ce que je n'ai pas fait. Voilà, il y a toujours tout un tas de choses ouvertes. Alors voilà, c'est là. Toc. Voilà, si quelqu'un juste parmi vous peut me faire un petit signal pour me confirmer que les diapos sont bien sur vos écrans. Ok. Super, merci beaucoup. J'ai mis ça en plein écran. Et c'est parti. Alors effectivement, donc c'est un webinaire de présentation de ce projet dont on avait déjà discuté. Enfin, on vous avait fait la présentation aux journées scientifiques, donc du projet Horizon CRCM, donc qui est un projet qui va tous nous concerner et qui est un projet mis en place suite à la généralisation qui n'est pas tout à fait finie, de l'utilisation des modulateurs de CFTR hautement efficaces. On pense tous évidemment au CAF Trio et des conséquences que ça a sur tout le monde, que ce soit les soignants médicaux, les paramédicaux, mais également chez les patients, dans leur famille et même, j'allais dire, les soignants en dehors de l'hôpital. Tout ça, on voit bien que c'est en train de bouger. Là, on est dans un truc qui bouge très vite, une dynamique. Et donc, ce projet Horizon a vraiment pour objectif d'arriver un petit peu à réfléchir à ce que pourra être le CRCM de demain, quelles sont les attentes, les nouveaux besoins des soignants, des patients, de leur famille. Et donc, vous allez voir une méthodologie que Julie Asbar vous développera, qui est assez originale parce qu'on la connaît. On ne la connaît pas bien, mais qui est vraiment une méthodologie très intéressante parce que justement, elle prend l'avis de toutes les parties prenantes pour vraiment construire et réfléchir à ce que pourrait être un fonctionnement de CRCM en fonction, encore une fois, des besoins et des attentes de tous les acteurs du CRCM. Alors, l'ordre du jour est le suivant, donc on va balayer les objectifs d'abord de ce projet. Je vous présenterai l'équipe. Il y a différents comités de pilotage, comités participatifs, peut-être certains parmi vous en font partie. Et puis, je passerai ensuite le relais à Julie qui vous fera le descriptif de cette méthodologie. Il y aura un point également important sur l'implication qu'auront les CRCM. Vous verrez que il y a dans cette approche de recherche du qualitatif et du quantitatif, mais dans la partie qualitative, effectivement, il y a nécessité de vous interroger
Et c'est vraiment tous les CRCM, ce n'est pas des CRCM que nous ciblons en particulier. Il n'y a pas d'a priori et il y aura donc un appel à participation sur la base du volontariat, bien sûr, mais qui sera vraiment important pour pouvoir comprendre quelles sont les attentes des CRCM. Et puis, on aura un petit peu de place pour les questions et les réponses qu'on pourra vous apporter. Et puis, on conclura pour avoir terminé vers 13h30. Donc, le préambule, vous l'avez en tête, hein, le CAF Trio entraîne de vraiment complètement changer les choses et à tous les niveaux. Que ce soit dans les CRCM pédiatriques, mixtes ou les CRCM adultes. J'en discutais juste avant de me connecter avec les infirmières coordinatrices, hein, ce qu'elles voient, et c'est sûrement ce que vous constatez aussi dans vos CRCM, une diminution importante du nombre de cures intraveineuses, c'est devenu c'est devenu très très rare, une diminution du nombre d'appels téléphoniques pour des urgences médicales, et donc une activité qui est en train de se modifier, même si, c'est ce qu'elle me disait, je ne sais pas si c'est votre impression, de façon un peu subjective, elle ne ressent pas forcément qu'il y ait une diminution importante de la charge de travail, mais elle voit en tout cas que les choses se réorganisent. Et c'est un peu l'objectif de ce projet finalement, c'est d'arriver à définir un nouveau modèle d'organisation des CRCM dans cette ère que nous sommes en train de vivre, des modulateurs de CFTR hautement efficaces, et donc en particulier le CAF Trio. Normalement, entre 80, quasiment 80% des patients adultes sont déjà traités par les modulateurs. En pédiatrie, pas autant, parce qu'on attend toujours la mise à disposition du CAF Trio pour les 2-5 ans. Mais voilà, on voit bien qu'on est en train de changer. Il y a un virage à prendre et un virage à amorcer. Alors, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à faire un nouveau modèle d'organisation. Dans les objectifs secondaires, il y a plusieurs aspects. C'est dans cette période de changement, c'est arriver à étudier, à évaluer les besoins. Mais les besoins, pas uniquement des gens qui sont dans les CRCM, c'est évidemment les gens qui y travaillent, mais pas que, hein, soignants et médicaux et paramédicaux, mais également de voir un petit peu ce que les patients, les familles et les professionnels avec qui on travaille et qui sont des professionnels de ville, ce qu'ils voient également comme changement et ce qu'ils ont également comme besoin et attente au cours de cette période et dans les années qui viennent. Et puis, à partir de l'étude de ces besoins, l'idée, et c'est là que c'est intéressant, cette méthodologie de recherche est vraiment intéressante, c'est d'arriver à construire ce qui satisfera le plus grand nombre. Donc de construire une intervention ou construire un nouveau modèle de fonctionnement qui, et c'est l'objectif final, sera testé. Alors, la construction de l'intervention, elle fera intervenir aussi encore hein, la nécessité de prendre les avis, d'être d'accord sur des interventions. Et donc, là, il y a des méthodes un petit peu, des méthodes de type Delphi hein, qui interviennent pour se mettre d'accord sur le type d'intervention qui seront à mettre en place. Et puis, une fois qu'on sera tous d'accord là-dessus, il faudra tester, et tester dans ces CRCM pilotes à la fois la faisabilité de l'intervention, comment est-ce que les professionnels se l'approprient, est-ce qu'ils sont heureux de ça, et comment est-ce que les patients, les familles qui auront participé à la construction de l'intervention, si elles se satisfassent finalement de ce réarrangement. Et si finalement l'étude pilote, et de montrer également que l'étude pilote continue à faire aussi bien en termes de suivi des patients, mais j'allais dire en termes quantitatifs, c'est-à-dire de maintien d'un bon état nutritionnel, d'un bon état respiratoire et d'un état de santé qui soit évidemment maintenu. Donc plusieurs étapes, mais vous avez bien compris, c'est que c'est un processus qui est dynamique et qui implique tout le monde et qui est co-constructif. Hein. Il y a vraiment une élaboration qui doit le plus possible recueillir les avis de tous les acteurs des CRCM et encore une fois au-delà. Alors, pour aller un peu dans le détail du fonctionnement, c'est vrai que c'est un projet extrêmement ambitieux et qui, comme ça, peut faire peur. C'est vrai que on a tous l'habitude hein, de ce fonctionnement et à partir du moment où on est en train de voir le changement s'opérer, ça peut être un peu angoissant de se dire qu'on va revoir complètement les choses, mais vraiment ce projet, quand il a été réfléchi, et réfléchi en particulier avec Isabelle Durieux, l'animatrice de la filière,
Son idée à Isabelle était vraiment de faire en sorte que l'on anticipe justement le changement, et avant que finalement la DGOS nous dise, bon, ben, vous, du côté de la muco, les patients vont beaucoup mieux, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on modifie, qu'est-ce qu'on change. L'idée était vraiment d'être proactif et anticipatif et de dire, bon, on va réfléchir et on va vous proposer un modèle de fonctionnement qui nous conviendra et qu'on aura co-construit. Donc, pour réfléchir à ça, ben, il y a besoin d'un comité de pilotage pour ce projet. Alors, le comité de pilotage, il est là pour justement s'assurer que les différentes étapes du projet sont menées comme il faut, que les questions qui sont posées sont pertinentes et que les réponses qui sont apportées le sont également. Et ce comité de pilotage, il doit être là aussi, il doit être divers dans sa composition, puisqu'il doit pouvoir fonctionner. Donc, il ne peut pas non plus accueillir un nombre indéfini de personnes, mais il est là pour voilà, faire avancer le projet et s'assurer de son bon fonctionnement. Alors moi, je suis le porteur du projet, mais je dirais que plus je suis le responsable médical, et en tant que président du conseil médical de la mucoviscidose, ma place est ici. Isabelle Durieux en tant que représentante de la filière muco-CFTR, le professeur Julie Asbar qui est la responsable scientifique du projet, la méthodologiste, hein, c'est elle qui nous a apporté cette méthodologie de recherche que la plupart d'entre nous ignorent. Le docteur Kitri Renaud, qui est co-responsable du CRCM adulte de Lyon Sud, est impliqué également dans la filière. On a également impliqué les associations de patients, et en particulier Vaincre la mucoviscidose, par l'intermédiaire de Thierry Nouvel, qui est le directeur administratif de Vaincre. Présence de patients également, c'est le cas de Florent Girard. Donc Stéphanie Poupon-Bourdi, qui est la coordonnatrice de ce projet et la chef du projet, donc qui a un rôle important, notamment pour s'assurer de l'avancée et de dates de réunion régulières pour que ce comité de pilotage avance et fonctionne. Et puis, on a besoin également de sociologues. Sont indiqués les noms de Maëlle Dieudonné et de Constance Varroquier, qui sont les deux sociologues actuellement impliqués, mais qui, pour des raisons diverses, vont devoir quitter le projet. Mais voilà, on a déjà trouvé des remplaçants, mais qui vont évidemment avoir un rôle fondamental. Et puis, ce comité de pilotage, qui se réunit de façon régulière, mensuelle, fonctionne avec un comité participatif. Alors ce comité participatif, vous voyez qu'il est déjà beaucoup plus étoffé, et là encore, la composition de ce comité participatif, le comité participatif va être là pour notamment analyser les résultats des différentes étapes, vérifier que les objectifs qui étaient fixés aux étapes sont remplis, et puis alimenter aussi un peu le débat. Notamment parce que les regards vont être croisés entre ceux encore une fois, de soignants, médecins, mais pas que, hein, les psychologues, les diététiciennes, les assistantes sociales, on n'a pas pu en trouver malheureusement, les kinésithérapeutes, hospitaliers, libéraux sont représentés dans ce comité participatif. Hein. Vraiment, l'idée est d'avoir une représentation la plus large possible. Et puis évidemment, la présence des patients et des représentants de patients, ce qui est le cas dans ce comité participatif. Alors pour le décliner, enfin pour vous le détailler un petit peu, donc Isabelle Danner-Boucher du Centre Adulte fait partie de ce comité participatif. Ça nous semblait d'autant plus important qu'Isabelle participe parce que ce centre a la particularité d'être adossé à un centre de transplantation. Et c'est vrai que les patients transplantés auront sûrement, ce qui va se passer dans nos CRCM, c'est qu'on va finalement voir des catégories de patients s'identifier avec ceux qui sont stables sous modulateur, ceux qui n'ont pas accès à des modulateurs pour des raisons d'âge ou de génétique, et puis des patients transplantés. Et effectivement, en fonction de ces catégories, les besoins vont être différents. Donc, il nous semblait intéressant d'avoir des centres qui qui ont à la fois le suivi des patients non transplantés et ceux qui sont transplantés. Représentation des psychologues, Christelle Garnier qui est psychologue à Toulouse, représentant des kinésithérapeutes libéraux, c'est Charlotte Genary qui est la nouvelle présidente d'AMK. On retrouve nos patients, Florent Girard.
Merci. On va fermer vos micros. Déborah Grunewald qui participe au CMM et qui est diététicienne à Paris, à Cochin. Les patients ou parents de patients, c'est le cas par exemple de Martine Karoubi qui sera suppléante de parents de patients, Laure Lacaille qui est parente de patients, Hélène Lecomte qui se représentera les infirmières coordinatrices et qui est au CRCM adulte de Lille, Cathy Lirena que vous connaissez parce qu'elle s'occupe beaucoup de TP, donc qui est responsable du centre pédiatrique à Grenoble, Thomas Pinto qui est kinésithérapeute au CRCM d'Amiens et qui fait partie du conseil médical de la mucoviscidose, Estelle Ruffier qui est patiente et qui est membre de l'association Vaincre la mucoviscidose, Nathalie Sénécal qui est la directrice médicale de Vaincre la mucoviscidose, et puis on a trouvé effectivement une infirmière libérale qui travaille au sein du réseau EMRA en région Rhône-Alpes et qui est Francine Véco. Effectivement, il nous manque, je n'ai pas réussi à trouver d'assistants ou d'assistantes sociales. Ça aurait permis d'avoir vraiment d'avoir l'ensemble des professionnels de CRCM. Donc ce comité participatif va se réunir un petit peu moins fréquemment et normalement tous les semestres, donc peut-être 3 réunions, et donc il sera là pour analyser les résultats et faire avancer aussi le projet en questionnant certains résultats, en portant un regard critique sur les résultats de ces différentes étapes. Alors, pour revenir sur le comité participatif, mais très rapidement, donc ces objectifs, c'est ce que je vous disais, définir et valider les orientations du projet, contribuer aux réflexions et aux décisions au cours du projet, faire des propositions d'adaptation du projet. Effectivement, vous allez voir, il y a une première étape de questionnaires qui vont être distribués dans les CRCM. On vous en dira un petit peu plus juste après. Eh bien, peut-être que les réponses vont nous obliger à adapter certaines étapes du projet ou à revoir certaines questions que nous nous posions. Donc, mission d'interprétation des résultats, de contribuer à diffuser, à faire rayonner le projet Horizon. Effectivement, il faut en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact, on l'espère en tout cas, dans les années qui viennent dans nos fonctionnements, et puis communiquer sur les avancées et les résultats du projet. Donc, son rôle, c'est aussi de cibler les enjeux importants des personnes concernées et en assurant évidemment que l'évaluation proposée est pertinente. Et donc, ce comité de pilotage se réunit à peu près 2 à 3 fois par an. On essaye de faire en sorte de ne pas solliciter les membres en dehors de ces réunions, qui seront des réunions physiques ou peut-être aussi, et même sûrement, des réunions en visio, c'est plus facile à organiser. Voilà. Alors là, je vais passer la parole maintenant au professeur Asbar, qui va vous parler de la méthodologie, donc qui est vraiment très spécifique, mais pour le coup, totalement adaptée à ce genre de recherche. Voilà, donc je coupe mon micro et Julie, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien, Julie. Il y a un petit écho, mais on t'entend. Ok, très bien. Donc, merci Philippe pour la présentation. Et donc, moi, je vais prendre la suite effectivement pour vous présenter la méthodologie qu'on va mettre en œuvre pour essayer d'atteindre les objectifs qui ont été annoncés. Et donc, la méthodologie sur laquelle on va s'appuyer pour mettre en œuvre le projet, c'est une méthodologie qui s'appelle Intervention Mapping, qui est une méthode qui a été développée dans le domaine de la recherche en santé publique et sur l'organisation des soins, et qui permet en fait de structurer une démarche d'accompagnement au changement pour aboutir à la construction d'une intervention, d'un changement organisationnel en s'appuyant sur les besoins et les ressources disponibles sur le terrain. Donc, la démarche complète d'Intervention Mapping qui a été proposée par une équipe danoise se déroule normalement en 6 étapes. Nous, dans le cadre de ce projet, on va pour l'instant dérouler les 4 premières étapes, mais vous allez voir par la suite que ça fait déjà pas mal de travail, puisque c'est une méthode qui s'appuie en fait sur des approches très diverses pour vraiment réussir à capter l'ensemble des enjeux qu'on va devoir adresser, et également qui a
un fort ancrage participatif. Donc, c'est l'objet du comité participatif que vous a présenté Philippe. En fait, l'intervention mapping s'appuie vraiment sur la participation de l'ensemble des personnes concernées, donc patients, professionnels de divers horizons, et également représentants de l'organisation des soins qui sont ici représentés par la filière mucoviscidose. Donc, on va balayer successivement les 4 étapes, mais vous voyez qu'en fait, elles sont vraiment représentées par des étapes qui permettent d'avancer progressivement dans la démarche du projet. La première étape porte sur l'étude des besoins. La seconde, formuler les objectifs de changement à partir des besoins qui ont été identifiés. Ensuite, on passe à la construction participative de l'intervention et ensuite l'évaluation pilote. Une fois qu'on a défini quelle était la nouvelle organisation, on va la tester pour l'optimiser dans un nombre restreint de milieux cliniques. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. On va revoir les différentes étapes plus en détail et vous verrez à quel moment on vous sollicitera et on vous demandera si vous souhaitez être impliqué. Donc, la première étape, déjà en elle-même, c'est vraiment une étape très importante qui vise en fait à faire un état des lieux vraiment à 360 degrés des besoins et des difficultés ou des forces identifiées par les personnes concernées. Donc, elle associe déjà en elle-même plusieurs étapes et plusieurs méthodologies. Et donc, cette première étape d'étude des besoins, elle a déjà commencé là tout récemment. Et donc, on a plusieurs démarches en cours que je vais vous présenter. Donc, je vais vous expliquer une à une les différentes étapes de cette première phase du projet. Donc, pour le scan environnemental, c'est sur la diapositive suivante, Philippe. Donc, cette étape-là, elle a plutôt pour objectif d'avoir un scope très large et de voir les expériences qui existent au niveau international et sur lesquelles on pourrait s'appuyer avec une vision un peu modélisante. Donc, on va associer pour ce scan environnemental deux approches. Une approche sur la littérature scientifique. Donc, il s'agit de faire une scoping review, donc d'identifier les articles qui auraient pu déjà être publiés sur les réorganisations de soins dans la mucoviscidose dans d'autres pays par d'autres équipes, mais également d'identifier les retours d'expérience qui pourraient exister de réorganisation dans d'autres situations cliniques. Donc, on pense par exemple au VIH ou à l'hépatite C, où il y a eu des révolutions thérapeutiques qui ont modifié profondément les parcours des patients. Donc, cette étape de scoping review est en cours et on va également alimenter cette réflexion en allant rencontrer des experts internationaux, puisqu'on sait que sur ces thématiques d'organisation des soins, il peut y avoir eu des changements qui ne sont pas forcément publiés. Et donc, on a identifié différents experts au niveau international pour en fait les solliciter, avoir des entretiens et pouvoir avoir leur retour d'expérience. Donc, je ne sais pas, Philippe, si tu souhaites peut-être les présenter, puisque tu les connais mieux que moi. Ah. Pardon. Est-ce que vous avez perdu le partage, non, je crois? Oui, c'est ça. Pardon, oui, c'est ça, parce que j'ai pas fait le bon truc. Alors, oui, alors on a choisi, volontairement ou pas, on s'est dit que comme l'Amérique du Nord avait eu accès aux modulateurs un petit peu plus tôt que nous, on s'est dit qu'effectivement, interroger des experts en Amérique du Nord, ça serait plutôt pas mal. Et donc, on a proposé, enfin, c'est une maman de patiente qui nous a proposé le docteur Klein-Hans, qui travaille à l'Université de Californie, que je ne connais pas. Par contre, Félix Radjen, je le connais, il est aussi de Kids à Toronto. Et donc, on peut effectivement les interroger. Et puis, ces deux personnes sont donc l'une de Londres, l'autre de Belfast. Et donc, c'est des gens que je connais par l'intermédiaire du réseau européen de recherche clinique. Et on se dit que voilà, ce serait aussi intéressant d'avoir leurs avis et même s'il n'y a pas eu forcément de changement, qu'est-ce qu'ils envisagent de faire? En particulier, je sais que Nick Simmons est assez innovant en termes de suivi des patients. Il a mis en place pas mal
de cliniques et notamment aussi de systèmes de téléconsultation. Donc bon, voilà, c'est un choix qui est fait, enfin qui est la conséquence des connaissances des gens, hein, c'est tout. Merci. Donc voilà, on aura comme ça une perspective un peu internationale pour voir s'il y a des expériences qui pourraient être intéressantes à mettre en œuvre en France. Ensuite, on se recentre plus sur ce qui se passe sur le territoire et dans les CRCM français, où là, on va essayer de bien décrire tous les changements de pratiques qui sont actuellement en cours, puisque depuis les quelques années maintenant que les modulateurs hautement efficaces sont disponibles. Il y a déjà pas mal de changements qui ont été objectivés et mis en œuvre. Donc, on va s'appuyer sur les ressources disponibles en termes d'indicateurs du registre. Alors, on a sélectionné des indicateurs du registre vraiment orientés sur les changements de pratiques qui peuvent avoir des conséquences d'organisation dans les CRCM et d'activité pour les professionnels de santé. Et on a ajouté également, après discussion avec le comité participatif, des indicateurs orientés sur les profils et les besoins des patients. Donc, vous voyez les activités autour des cures d'antibiothérapie, hospitalisation, consultation, actes de transplantation, et puis pour les profils des patients ou les nouveaux besoins des patients, les grossesses et la situation professionnelle ou de scolarité pour les enfants et la situation familiale, pour essayer d'identifier s'il va y avoir des besoins différents d'accompagnement sur ces axes-là. Donc, la demande d'extraction auprès du registre va être faite pour pouvoir faire un rapport sur les évolutions à partir de ces différents indicateurs. Donc, on aura des données chiffrées objectives, et on va enrichir ces données en allant rencontrer donc les professionnels des CRCM, les patients, pour avoir aussi leurs perspectives, leurs ressentis. Donc, ce sont les étapes suivantes, si possible d'avancer sur la diapo d'après. Merci. Et donc, pour ce faire, on va avoir des approches par enquête, par questionnaire, et des approches qualitatives, donc avec une enquête sociologique. Donc, les questionnaires, on a eu un premier questionnaire qui a été passé aux patients et aux familles de patients qui étaient présents lors de l'Assemblée générale de Vaincre la mucoviscidose, qui a eu lieu en mai 2023. Donc, on a proposé un questionnaire en ligne, et Vaincre la mucoviscidose, qui avait organisé des mucolabs, donc des ateliers réunissant des patients, familles et professionnels, a travaillé également sur les attentes et les besoins des patients et de leurs familles, et nous a transmis les retours qui ont eu lieu, des échanges qui ont eu lieu lors de ces ateliers. Donc, on a 110 réponses au questionnaire en ligne qui portent sur les attentes et concernant les changements de parcours et d'accompagnement en intra-CRCM, et également sur les attentes sur la prise en charge en dehors des CRCM. Donc, vous avez ici, je vous ai mis très brièvement les grands axes qui se démarquent. Donc, il y a l'organisation logistique et géographique des CRCM, le développement de nouvelles compétences, notamment les psychologues, suivi diététique, nutritionnel, et des attentes en termes de nouveaux accompagnements, nouveaux professionnels, et puis concernant la coordination des soins, et pour le suivi en extérieur, en ville, il y a de fortes attentes sur l'organisation des rendez-vous et l'adaptation du suivi au profil spécifique des patients atteints de mucoviscidose. Donc, on est en train de peaufiner l'analyse des réponses à ces questionnaires et de la mettre en parallèle avec les données issues des mucolabs qui ont eu lieu à VLM, et donc qui finalement ont retrouvé les mêmes grands axes que ce qu'on avait dans le questionnaire. Donc, c'est assez concordant.
Donc, on aura par cette enquête-là le point de vue de patients et de familles. Ensuite, on va faire, là c'est la prochaine étape, une enquête par questionnaire auprès des CRCM, donc qui va vous concerner là tout prochainement. Donc, c'est une enquête également en ligne avec un questionnaire qui vous sera envoyé via Lime Survey. Donc, l'objectif qu'on aimerait atteindre, c'est d'avoir le point de vue de l'ensemble des CRCM du territoire et de pouvoir identifier les réseaux de soins avec lesquels ils travaillent pour pouvoir également les solliciter, soit par entretien ou questionnaire. Le questionnaire en ligne est composé de différentes parties qui visent à identifier les changements de pratiques et d'organisation qui sont déjà en cours dans les CRCM en touchant à la fois l'activité clinique, les effectifs et les profils des professionnels, le développement de nouveaux protocoles de soins ou de nouvelles modalités d'accompagnement des patients. Donc, ça peut être des nouvelles activités d'éducation thérapeutique, par exemple, l'utilisation de nouveaux outils de téléconsultation ou d'autres outils innovants. L'objectif, c'est de pouvoir aussi identifier s'il y a des démarches spécifiques dans certains centres, des innovations qui ont été mises en place dans certains centres et qui pourraient être proposées de manière plus large. Et puis de recueillir aussi vos perspectives, vos attentes, les changements que vous aimeriez mettre en œuvre et éventuellement ce qui peut freiner ou limiter leur mise en œuvre. Donc, c'est un questionnaire qui a été co-construit avec les membres du comité de pilotage et revu, amélioré par les membres du comité participatif lors de la première réunion qui a eu lieu avant l'été. Et donc, ce questionnaire est en train d'être finalisé et on souhaiterait vous l'envoyer début octobre 2023. Donc, normalement, on a prévu de l'envoyer à l'ensemble des référents, des responsables de CRCM. Mais l'idée, c'est qu'il soit rempli en équipe parce que, vous le verrez, il y a des questions qui portent, qui peuvent être répondues par des profils de professionnels différents et qui portent sur l'ensemble de l'activité de l'équipe. Donc, l'idée, c'est qu'on l'envoie, qu'on ait une réponse par CRCM et qu'elle soit travaillée de manière collective. Voilà. Donc, vous devrez normalement être sollicité très prochainement et on espère que vous pourrez y répondre. Ça nous permettra vraiment d'avoir un état des lieux de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire. Et puis, ça conditionne aussi l'étape d'après, l'enquête sociologique qui va avoir pour objectif d'aller approfondir avec une approche issue des sciences humaines, ce qui se passe dans les CRCM. Donc, en fait, on va vous proposer aussi à la fin du questionnaire de nous dire si vous seriez intéressé et d'accord pour recevoir un sociologue qui viendrait vous rencontrer, observer le fonctionnement du CRCM, rencontrer des patients, des familles et des professionnels du CRCM. En fait, on aimerait un peu balayer les profils types de CRCM. Donc, on a identifié on aimerait identifier donc des CRCM pédiatriques, adultes, adossés à un centre de transplantation. Et puis, à partir du questionnaire, on pourra identifier aussi s'il y a des CRCM qui ont des pratiques un peu spécifiques, originales, qui nécessiteraient un approfondissement pour bien comprendre comment est-ce que les parcours ont été construits, etc. Et puis, voir aussi les CRCM qui n'ont pas forcément changé leur pratique et de comprendre quels seraient leurs besoins ou pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de modification. Et donc, cette enquête sociologique, elle aura lieu après le passage du questionnaire, donc plutôt toute fin 2023 ou début 2024. On a prévu d'aller enquêter dans 8 à 10 CRCM, sachant que les effectifs seront à revoir en fonction des réponses aussi au questionnaire et des profils qu'on a identifiés. Donc, ce sera un sociologue qui se rend sur place pendant plusieurs jours. Et ensuite, voilà, votre contribution, ce sera de l'accueillir et puis de voir pour organiser lors de sa venue les entretiens, sachant qu'après, certains entretiens peuvent être aussi organisés en visio pour assouplir et alléger aussi la charge pour les CRCM. Donc ça, c'était la dernière étape de cette
première phase d'évaluation des besoins. Donc, vous voyez, avec toutes ces approches, on va avoir beaucoup de résultats. L'idée ensuite, c'est de faire une synthèse des résultats à partir des besoins, donc des patients, des professionnels, des expériences nationales et internationales, pour identifier quels sont les objectifs de changement à proposer dans les CRCM. Donc, ce sera là un travail qui sera plus théorique. À partir des résultats de la première étape, on va réunir le comité de pilotage et le comité participatif pour travailler sur les résultats et définir des changements au niveau individuel, donc pour les patients, les pratiques des professionnels, des changements organisationnels et éventuellement des changements qui pourraient être opérés au niveau systémique, donc dans l'organisation de la filière ou éventuellement du système de soins. Donc, on va définir ces différents niveaux de changement qui peuvent être attendus et quelles sont les modalités d'accompagnement pour mettre en œuvre ces changements. Donc, cette deuxième étape qui aboutira normalement à une sorte de cahier des charges des changements à mettre en place pour améliorer les parcours et l'organisation des CRCM. Et ensuite, on va à nouveau élargir et retravailler avec les patients et les professionnels de l'ensemble des CRCM sous forme de groupes de travail. À partir de ce cahier des charges, on pourra identifier, par exemple, 5 ou 6 axes de changement. Et l'idée, c'est de constituer un groupe de travail par axe pour aller faire des propositions de changement opérationnel qui ensuite seront validées par une méthode Delphi, donc une méthode de consensus où là, on sollicitera un groupe d'experts, donc parmi vous également, pour avoir l'avis sur les propositions qui ont été faites lors des groupes de travail. Donc, ces groupes de travail auront lieu normalement suite à l'enquête sociologique et à la fin de la première étape. Donc, ça devrait être en 2024, soit à la fin du premier semestre ou début du deuxième semestre 2024, avec le Delphi qui clôturera et qui permettra de valider en fait une proposition d'intervention qui s'appuiera donc sur les besoins et qui aura été validée par les experts. Et donc ensuite, on aura donc une intervention qui pourra être testée. Donc c'est la dernière étape du projet qui sera en fait une étude pilote. Donc là, on a identifié de la mener dans un échantillon de 4 CRCM. On reste sur un échantillon restreint puisque l'idée, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut réellement la mettre en œuvre, quelle est son acceptabilité, comment est-ce qu'elle est adoptée par les professionnels, par les familles, quels sont ses effets sur les parcours, sur la prise en charge, sur les paramètres cliniques des patients et également des professionnels. Est-ce que ça permet d'améliorer les conditions de travail, la cohésion d'équipe et enfin l'organisation des CRCM. Donc cette étape-là, c'est la dernière étape qui sera interventionnelle. Donc pour l'instant, elle est encore très théorique puisque en fait, elle va se dessiner au fur et à mesure que le projet avance et qu'on définit réellement quels sont les changements à mettre en œuvre. Donc on sera amené au fur et à mesure à la revoir, à rediscuter des critères d'évaluation les plus pertinents pour ce projet. Et puis le comité participatif, à chaque étape également, pourra réorienter. Donc, pour synthétiser, vous voyez ici à nouveau les 4 étapes que je vous ai décrites et en vert, à chaque fois, ce sont les sollicitations qui iront jusqu'à vous. Donc, pour la première étape, ce sera les questionnaires en octobre. Ensuite, pour certains CRCM, l'enquête sociologique. La deuxième étape, c'est uniquement le comité participatif. Ensuite, pour la troisième étape, certains professionnels volontaires pourront contribuer au niveau des groupes de travail. Et ensuite, on sollicitera également un panel pour la réalisation de la méthode Delphi. Et ensuite, pour tester l'intervention, 4 CRCM qui seront sollicités et qui seront également, bien sûr, sur la base du volontariat. Donc, ça sera plus tard et on aura l'occasion de vous représenter de manière plus précise ce en quoi cela s'agira. Et puis, tout au long du projet, en fait, votre voix, elle compte, elle est représentée là à travers les membres du comité participatif, mais il est tout à fait possible de faire remonter via ces personnes justement des besoins, des questionnements ou des expériences que vous souhaiteriez porter à notre connaissance et qu'on n'aurait pas pu capter par les différentes méthodes qu'on a mises en œuvre. Voilà, donc vous voyez ici, c'est un projet qui va durer un certain temps, donc on espère réussir à vous mobiliser et puis à
à communiquer avec vous pour vous présenter l'avancée des différentes étapes de manière régulière. On laisse ouvert pour les questions, les réponses. Ou Philippe, je ne sais pas si tu souhaites rajouter certaines choses. Non, je crois pas. Non, la présentation est claire, il me semble. Et oui, si vous avez des questions ou des commentaires, vraiment, n'hésitez pas, posez-les. Enfin, vous avez vu vraiment hein, que ces différentes étapes font qu'on va être sollicité. On peut être sollicité finalement à peu près à toutes. Et tous les avis comptent. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette démarche, c'est qu'effectivement, elle prend vraiment en compte l'avis de tout le monde. Donc des soignants des CRCM, de ceux qui s'occupent de nos patients en dehors des CRCM, et puis également des patients et de leurs familles. Donc c'est une méthode de recherche originale, mais qui s'avère nécessaire parce qu'on on voit bien que tout est en train de changer et que nos repères sont en train de bouger. Voilà, peut-être qu'il y a des questions ou des commentaires pour les plus timides. Hein, n'hésitez pas à écrire, vos questions dans le chat. Je regarde, je jette un œil dessus. Donc les questionnaires, c'est ce que vous disait Julie. On est en train de, enfin on les a revus, les questions sont finalisées. Évidemment, on sait tous que vous êtes, malgré le CAF Trio, encore pas mal occupé dans les centres. Donc on va essayer de vous faire un questionnaire. Enfin, on a réfléchi à un questionnaire qui ne soit pas trop long, donc qui vous parviendra dès qu'il aura été mis en forme. Ça sera un questionnaire. Enfin, ça sera quelque chose qui sera pas en format papier, vous avez bien compris, mais l'idée vraiment c'est que vous répondiez en équipe. On a tous dans nos CRCM des réunions d'équipe, donc profitez de ce moment-là, ça prendra 15-20 minutes peut-être, mais profitez de ce moment-là pour répondre à ces questions. Ça sera important pour la suite, pour le comité de pilotage et le comité participatif, justement pour identifier, hein, on a parlé ensuite d'enquêtes sociologiques, elles sont importantes, mais elles vont se diriger vers des CRCM qu'on estime aussi un peu représentatifs, le CRCM d'une grosse ville versus le CRCM d'une petite ville, le mixte versus l'adulte ou le pédiatrique, mais aussi, c'est ce que vous disiez Julie, un CRCM qui fait peut-être un petit peu moins parler de lui, mais qui a mis en place des modifications intéressantes et qui nous semble important de creuser. Donc là, pour le coup, ça peut valoir la peine que le sociologue se déplace vers ce CRCM pour voir ce qu'il y a de bon à prendre. Alors, on a une question de Julien Mazur qui lève la main. Vous pouvez prendre la parole. Alors en fait, c'est mon fils, mais c'est Stéphane Mazur de la filière. Ah, Stéphane. Bonjour Stéphane. Je n'arrive toujours pas à désactiver son compte, donc je conserve. C'est une question sur la communication. Bon, c'est un autre point du projet. Comment vous allez informer au niveau national? Est-ce que vous avez réfléchi à ça déjà? Comment vous allez informer au niveau national l'ensemble des centres sur les résultats que vous obtiendrez? Par exemple, là, il y a eu l'enquête, toutes les choses qui ont été faites avec les parents, les patients. Est-ce que vous envisagez soit de publier, soit de faire un petit article, soit de présenter, je sais pas, aux journées scientifiques? L'enquête pour les CRCM aussi, je pense que ce sera important que les gens aient des retours réguliers sur l'avancée du projet, à la fois pour continuer à motiver les troupes, et puis resensibiliser ceux qui éventuellement ont un intérêt ou cette fois. Voilà, c'était ça ma question. Oui, tu as raison. Juste pour finir, on a des journées scientifiques fin mars, donc vous pouvez aussi réfléchir à voir si vous avez éventuellement vous envisagez des résultats potentiels à présenter à cette occasion. Alors, tu as totalement raison. Ça va être important de tenir au courant, enfin de tenir informés les CRCM au fur et à mesure de l'avancée du projet. Alors, on y avait un tout petit peu réfléchi. Il y a le système un peu classique des newsletters et par l'intermédiaire de la filière, utiliser cette voie-là pour la diffusion. Mais c'est, oui, sûrement possible d'envisager des newsletters et puis effectivement les réunions scientifiques qu'on a et qui sont l'occasion de faire des mises au point, oui, sur les grandes avancées, en tout cas les grandes avancées étape par étape de ce projet, bien sûr. Et oui, c'est une communication un peu mixte qui sera à la fois scientifique avec des publications. Il y a déjà eu une présentation du protocole dans le Congrès européen de la mucoviscidose, là récemment, sous forme de poster. Mais c'est également une communication auprès des
des acteurs, donc effectivement dans les journées scientifiques, des newsletters et tout ça, et puis peut-être si ça vous intéresse, refaire un webinaire à différentes étapes du projet. Et que l'avantage des multiples étapes, c'est effectivement qu'on aura régulièrement des résultats à présenter, donc il faudra trouver un juste milieu entre trop d'infos et pas assez. Oui, c'est ça qui est intéressant, encore une fois, dans le projet. C'est le caractère vraiment très dynamique, hein. On va avancer et on passe à l'étape suivante une fois qu'on a suffisamment de résultats sur l'étape donnée. Donc, c'est très, très original. Et c'est vrai que ce n'est pas une recherche, une méthodologie à laquelle on est bien habitué. Alors, je vois une question du CRCM de Dijon. Bonjour, y a-t-il une pression financière ah oui, voilà, c'est ça, j'avais mis. De la part des tutelles, alors non, pas du tout. Non, soyez pas inquiets. Normalement, vous devriez encore avoir vos postes pour le moment, mais à la fois clairement la DGOS et par l'intermédiaire d'Isabelle Durieux, qui est l'animatrice de la filière, la DGOS était très intéressée par cette démarche, mais pas forcément dans l'arrière-pensée qu'ils allaient pouvoir faire des économies, mais plus voilà, de voir que quand même il y avait une anticipation des CRCM et une volonté quand même de s'adapter au changement. Voilà. Mais il n'y a aucune pression de ce point de vue-là. Et le projet a été présenté à Anne-Sophie Lapointe, qui est une des responsables de la DGOS pour les maladies rares. Et donc, elle a trouvé ça effectivement très intéressant et très, très original. Et alors, je vois un autre commentaire. Le registre ne permet de recenser qu'une partie de l'activité des CRCM. Est-il prévu un lien avec Bamara qui identifie les actions individuelles des soignants? Effectivement, ça ne donne pas tout à fait les mêmes informations, mais encore une fois, Julie pourra vous le redire. Disons que l'idée des informations qui sont recueillies dans le registre, hein, vous avez vu, c'est vraiment des indicateurs soit de fonctionnement des CRCM, nombre de cures, nombre d'hospitalisations, nombre de téléconsultations si vous en avez mis en place, et également pour pouvoir appréhender l'impact que les modulateurs ont sur, alors c'est des indicateurs très macro effectivement, et on en connaît les limites, mais ont sur éventuellement l'apparition de nouveaux besoins de la part des patients. Alors vous avez vu ce qu'on a collecté, hein, c'est le nombre de grossesses, de paternité, la situation familiale, éventuellement on avait vu le niveau d'études, mais finalement se renseigner auprès du registre, c'est pas forcément une donnée facile à exploiter. Donc non, on n'avait pas envisagé l'idée n'est pas forcément, disons qu'en termes d'activité, elle pourrait très bien rester en valeur absolue la même, mais que simplement sur le plan qualitatif, elle soit plus tout à fait la même, et je ne suis pas sûr qu'on puisse capter ça par l'intermédiaire de la base de données Bamara. Je ne sais pas si ça pourrait compléter, je ne sais pas, Julie, peut-être que tu as un avis, ou Stéphane qui connaît bien aussi. Moi personnellement, je ne connais pas bien Bamara, mais je sais qu'en complément des données du registre, on a prévu aussi d'avoir des données un peu plus précises via Pyramide pour les effectifs des professionnels, etc. Je ne sais pas si Bamara, c'est l'outil qui permet d'avoir les rapports d'activité Pyramide. Peut-être que je me trompe. Mais non. Il faudrait que je vois quelles sont les données dedans. Non, c'est Pyramide. Est-ce que je peux compléter la question, Philippe? Oui, c'est Frédéric, j'ai reconnu la voix. Oui, c'est Frédéric. En fait, il y a un glissement de tâches et on voit bien que tout ce qui est mis dans le registre est très médical, mais les professionnels de santé nous disent bien que ce soit l'assistante sociale, la psychologue ou la diète, les besoins en personnel soignant des CRCM ne sont pas tout à fait les mêmes qu'historiquement, et que ce glissement, il va continuer à persister avec les modulateurs. Et que ce n'est pas parce qu'on fait moins de perfs et qu'il y a moins d'hospitalisation qu'il y a moins de travail. Absolument. Et, le besoin des personnels soignants autres que médicaux, il est très possible qu'il persiste. Et c'est pour ça que je disais que le registre ne suffit pas à quantifier. Absolument. Et qu'il y a un aspect qualitatif des personnels et de leur activité qui est important à évaluer. Et c'est pour ça que Bamara, si tout le monde joue le jeu et entre en permanence les coups de fil et les interventions de chacun, il se peut que Bamara soit une source d'information intéressante. D'accord, oui, bon, oui, tout à fait, Frédéric, tu as raison. L'aspect qualitatif est fondamental, et ça, elles le disent bien, hein, même si quantitativement, il y a moins d'appels. Il y a d'autres choses qui sont, d'autres questionnements, d'autres tâches qui émergent et qui sont tout autant chronophages. Donc oui, tout à fait. Ça, c'est cet aspect peut-être où effectivement, il faudrait qu'on arrive
évaluer un petit peu plus le qualitatif des activités des soignants dans les CRCM. Oui. On l'aborde dans le questionnaire qu'on a prévu de vous envoyer là, début octobre. On essaye de justement capter les évolutions d'activité pour les différents profils de professionnels. Mais, on va être attentif à ça. Oui. Merci. On vous laisse un petit peu de temps encore pour des questions, s'il y en a. Ou... Donc, on va avoir besoin de vous, c'est sûr. C'est le moment de vous exprimer. Enfin, vous aurez encore une fois plusieurs occasions de vous exprimer. Mais encore une fois, pour en revenir à la DGOS, c'est plutôt bien vu et au contraire perçu d'un très bon œil. Isabelle a présenté le projet, Anne-Sophie Lapointe, et elle a été vraiment très, très intéressée. Après, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure c'est transposable à d'autres filières. Bon, c'est un peu compliqué. C'était un peu ce qui les intéressait aussi, la DGOS, savoir si finalement cette démarche un petit peu d'évaluation des besoins et de construction d'un parcours de soins, d'un fonctionnement différent était transposable à d'autres filières. On a dit que c'était quand même très particulier parce que voilà, dans le domaine de la muco, d'abord, il y avait une antériorité de ce type de fonctionnement qui était très ancienne. Et puis par ailleurs, là, quand même, les modulateurs ont un effet tellement spectaculaire que oui, c'est facile, c'est facile de percevoir le changement, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres filières et avec les traitements qu'ils ont à leur disposition pour les patients. Donc, c'est un joli projet, il me semble. Et puis, ben voilà, on est content de vous avoir avec nous pour le faire avancer. Puis à nous de travailler et à nous de construire la suite, de construire le futur. Si je vois que l'heure tourne, il est 13h20. Si vous pensez qu'on peut arrêter le webinaire maintenant, ben je vous propose qu'on s'arrête là. Si vraiment vous avez été passionné pour le projet et que vous avez envie d'une deuxième dose, vous pouvez revenir ce soir à 18h30. On représentera à nouveau le projet ce soir à 18h30. Et puis, si ce n'est pas le cas, on vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin d'après-midi. À très bientôt. Et donc, prochaine étape pour vous, réception de ces questionnaires, remplissez-les en équipe. Et puis, on analysera tout ça, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Voilà, merci à tous. Merci à Julie. Merci à tous les participants. Et bonne journée.